Alors, moi, je voulais, avant de commencer la présentation, vous faire sortir de vos laboratoires et de vous faire plonger le temps de un ou deux cas cliniques dans l'ambiance de ce qui se passe en réanimation. Bon, ça démarre. Ok. J'en profite pour... Donc, je vais commencer, comme je vous l'ai dit, donc je vous mets un peu dans l'ambiance de l'utilisation d'APCR en réanimation. Je commençais par le cas, un cas très courant, c'est un patient Mohamed donc, qui a séjourné il y a 2 ou 3 semaines chez nous en réanimation. Il est diabétique, il est tabagique, il aurait une cardiopathie. On n'a pas d'autres d'idées sur le traitement qu'il prend. Il présente une gêne respiratoire depuis 2 semaines et qui s'est aggravée progressivement. Et donc, il est admis aux urgences avec une détresse respiratoire. Il est polypnéique à 44 cycles par minute avec des signes de lutte et il désature à 78 à l'air ambiant. Lorsque l'interne l'examine, il trouve une tachycardie à 125, une hypertension à 200, 110 de diastolique. Et lorsqu'il ausculte ses poumons, il y a des crépitants bilatéraux. Ah, ça ne marche pas. Et donc, l'interne de garde pense qu'il s'agit probablement d'un OAP cardiogénique. Il le met sous oxygène au masque et il le met sous diurétique. Le patient, il s'aggrave sur le plan respiratoire, il commence à avoir des troubles de conscience et on décide de l'admettre en réanimation et de le ventiler en urgence. Donc, il est intubé et mis sous respirateur. On fait une radio de thorax au lit et c'est une image typique donc d'un œdème pulmonaire de surcharge. Vous voyez des infiltrats bilatéraux au niveau des deux poumons. Et on décide de faire un prélèvement respiratoire. En l'occurrence, dans notre service, le prélèvement le plus souvent qu'on fait, c'est des mini-lavages broncho-alvéolaires. On injecte 10 à 20 ml de sérum salé à l'aveugle dans l'arbre trachéobronchique qu'on recueille et qu'on envoie à nos microbiologistes. Et nos microbiologistes sont assez satisfaits de la qualité de ce prélèvement. Donc, ce qui nous dérange un petit peu, c'est lorsqu'on voit son bilan, donc à part son hyperglycémie à plus de 6 grammes, c'est qu'il est inflammé, le patient. Il a 110 de CRP, il a une procalcitonine à 1 et quelques. Bien sûr, les marqueurs cardiaques sont élevés. Il a une BNP à 3 ou 4 fois la normale et il a une troponine qui est élevée, qui témoigne qu'il y a probablement de l'ischémie myocardique qui est à l'origine de cet œdème pulmonaire. Par ailleurs, il y a une hyperleucocytose qui est à 25 000. Et faites aussi attention des fois aux éosinophiles. Lorsque vous voyez des éosinophiles qui sont très très bas, c'est un très bon marqueur du sepsis. Et d'ailleurs, je pense que le service du professeur Madani, ils avaient fait une très belle étude qui avait montré que l'éosinopénie était très bien corrélée à la survenue d'un sepsis. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un processus infectieux qui est associé? Donc, le prélèvement, on l'envoie au laboratoire et on leur demande une PCR multiplex. Donc, la PCR multiplex, je sais que vous, les biologistes, vous aimez nous donner vos rendus, vos comptes rendus avec vos noms dessus. Et là, c'est ce que nous donne notre laboratoire. Mais nous, on préfère le rendu de la plateforme de PCR multiplex qui est plus convivial, il y a plus de couleurs. Et donc, chez ce patient-là, il y a 3 détections. On a de l'hémophilus influenza à 10 puissance 7, on a un streptocoque agalatier et on a une mycoplasme, un germe intracellulaire. Et donc, on décide de le mettre, vu les résultats de la PCR, on se dit qu'il y a probablement une surinfection bactérienne associée. On le met sous ciftriaxone et azithromycine. Donc, 48 heures plus tard, il faut savoir que la PCR multiplex ne nous dispense pas de la microbiologie classique, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire un examen direct, 1 gramme, faire la culture et l'identification microbienne avec antibiogramme. 48 heures plus tard, notre laboratoire nous répond que c'est un Haemophilus influenza B qui est assez gentil en somme, et donc on décide de désescalader. On passe de la ceftriaxone à une molécule à spectre plus étroit qui est l'amoxicilline à 3 grammes par jour, et on garde
bien sûr l'azithromycine. La durée de traitement est de 5 jours et le patient est transféré en cardiologie pour prise en charge. Là, c'était un cas de pneumonie communautaire qui a probablement décompensé une cardiopathie préexistante. Je vais vous présenter un cas d'une patiente qui est encore malheureusement hospitalisée chez nous. Là, c'est plutôt les infections liées aux soins. Donc, c'est Madame Touria, 62 ans. Elle est aussi diabétique hypertendue avec des notions d'accès antérieur d'insuffisance cardiaque. Elle est admise en réanimation chez nous pour des troubles de conscience sur une hyponatrémie assez sévère. On n'a pas trouvé l'origine exacte de l'hyponatrémie. C'est peut-être une hyponatrémie par dilution sur une insuffisance cardiaque. Elle a jeûné pendant le ramadan, elle a bu beaucoup d'eau le soir pour compenser et elle présente des vomissements incoercibles depuis 10 jours. Et donc, son ionogramme est assez inquiétant, une hyponatrémie à 106. Le temps qu'on corrige son hyponatrémie, à J4 ou J5, elle présente une détresse respiratoire. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'expectoration purulente. On décide de l'intuber et de la mettre sous ventilation artificielle. Et là aussi, vous voyez son poumon, il y a des infiltrats bilatéraux qui sont prédominants au niveau du poumon droit. Et donc là aussi, on se pose la question, est-ce que c'est infectieux ou pas? Son ECG montre des signes d'ischémie myocardique. On lui fait aussi une échocardiographie qui montre une insuffisance cardiaque gauche avec des signes d'OAP, ça veut dire des pressions de remplissage qui sont élevées. Notre résident de garde décide quand même d'envoyer un prélèvement au laboratoire de microbiologie et vous voyez que l'examen direct montre que c'est un prélèvement qui n'est pas très inflammatoire, moins de 10 leucocytes par champ et qu'il est de bonne qualité, moins de 25 cellules épithéliales. On demande aussi une PCR multiplex qui est négative. Et là, donc, je vais vous présenter tout à l'heure les résultats de l'étude Moricop PCR. Quand la PCR multiplex est négative, c'est que très probablement, vous n'allez rien trouver à la culture dans le prélèvement. Et donc, effectivement, la culture est stérile après 48 heures d'incubation. Et chez cette patiente, on n'a pas mis d'antibiotiques. On lui a évité une antibiothérapie. Vous allez me dire, oui, bon, si on lui met des antibiotiques 4-5 jours, c'est quoi le problème? Je vous dis non. D'abord, ça va augmenter les résistances microbiennes dans la communauté, mais en plus, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'actuellement, même à titre individuel, le fait que le patient reçoive des antibiotiques large spectre, il va avoir un pronostic plus mauvais par rapport au patient qui reçoit un spectre étroit ou qui n'en reçoit pas du tout. Donc, éviter des antibiotiques aux patients, c'est aussi une très bonne chose. Donc, la même patiente à J15 d'hospitalisation, je vous ai dit qu'il est encore chez nous dans le service, elle fait une pneumonie acquise sous ventilation. Elle commence à avoir des sécrétions purulentes, dégradation des échanges gazeux, et c'est une pneumonie assez grave parce qu'elle est en choc septique. Et donc là, c'est la deuxième radio de poumon. On remarque que le lobe inférieur droit est complètement condensé, complètement opaque. Et donc là se pose la question, quelle antibiothérapie probabiliste on va mettre chez cette patiente? Et connaissant, docteur, le professeur Noufel Madani, tout à l'heure, a dit que les infections nosocomiales à germes multirésistants étaient graves, c'est parce qu'on se trompe d'antibiotiques le plus souvent. Parce qu'il y a une incertitude lorsqu'on fait les prélèvements, lorsqu'on n'a pas l'identification du micro-organisme. Et donc, vu que dans notre service, comme les services qu'a présenté le professeur Noufel Madani, on a une très forte prévalence d'Acinetobacter baumannii, on est obligé de mettre de la colimycine. On l'a associé avec une carbapénem. Donc là aussi, on demande la PCR multiplex et ça nous donne ça. On a du Staphylococcus aureus à 10 puissance 7, de la Klebsiella pneumoniae à 10 puissance 5, on a de l'Acinetobacter, de l'Escherichia coli, et on a aussi des gènes de résistance, des bêta-lactamases à spectre élargi, c'était XM, des gènes de résistance du staph, MECA, qui nous laisse supposer que le staph va être résistant à la méthicilline, et une OXA48 qui nous dit que ces germes, probablement, que l'OXA48, elle provient probablement soit de la Klebsiella ou de l'Escherichia coli, et qui nous dit que ces germes-là vont être résistants au carbapénem. Donc, ça vous illustre les difficultés que nous rencontrons au quotidien pour traiter ces patients. On est confronté à des patients qui sont choqués, qui sont graves, et on a du mal à choisir le traitement le plus approprié. Donc, vu que la PCR nous donne des gènes de résistance au staphylocoque, on est obligé de mettre un traitement contre le staph. On choisit de mettre la thécopénanine parce qu'il y avait de l'insuffisance rénale. Et on rajoute aussi l'amicacine parce qu'on sait que cette Klebsiella, le plus souvent, elle va être sensible à l'amicacine. On arrête
la carbapénem. Je ne sais pas si le professeur Anaouf El-Medeni va être d'accord avec nous dans cette attitude. Donc après 48 heures, on a les résultats de la culture. Donc on a le staph aureus qui s'avère être un staph sensible à la méticilline. Et on a une Klebsiella pneumoniae qui est multirésistante. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a une alerte nationale, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est sur la Klebsiella pneumoniae. Il y a eu des réunions au ministère de la Santé. Et donc, ça concerne, je pense, 7 souches de Klebsiella pneumoniae. Et donc, vu que le staph il est sensible à la méticilline, on décide d'arrêter la thécoplanine en désescalade. Et l'antibiothérapie définitive va comporter une céphazoline pour cibler ce staph, du Bactrim pour la Klebsiella, parce que l'antibiogramme montre qu'elle est sensible, mais on garde quand même la colimycine parce qu'on n'est pas sûr que l'acinetobactère n'est pas là. L'acinetobactère n'a pas poussé à la culture. Est-ce qu'il y a eu un défaut des techniques de culture ou des fois il y a une sorte de compétition entre les germes? Et donc, là, vous voyez que les pneumonies, c'est des causes majeures de sepsis et d'admission en réanimation. D'ailleurs, c'est la première cause d'infection liée aux soins. Quand vous voyez toutes les infections nosocomiales, la pneumonie, c'est la première cause. Quand vous voyez les antibiotiques qui sont prescrits en réanimation, le plus souvent, ces antibiotiques sont prescrits pour des pneumonies. Et tout ça a des conséquences. C'est des patients qui vont avoir des complications, plus de morbidité, qui vont mourir plus, et avec une explosion des coûts de prise en charge. Et donc, la seule solution pour améliorer le pronostic, c'est une antibiothérapie appropriée et rapidement administrée. Donc, quel est le challenge pour nous, cliniciens? C'est d'avoir pour nous, mais aussi pour vous, c'est d'avoir un diagnostic microbiologique fiable et rapide. Les techniques de microbiologie classiques, telles que la culture microbienne avec identification en antibiogramme, restent le gold standard, je le dis et je répète, c'est les techniques qui restent le gold standard actuellement. Mais on a des écueils. Premier problème, c'est que ça nécessite un délai de 2-3 jours. Deuxième problème, c'est qu'il y a des échecs d'identification microbiologique qui peuvent arriver jusqu'à 70% dans les pneumonies communautaires, on n'a pas d'identification microbienne, et jusqu'à 30% dans les pneumonies acquises en milieu hospitalier. Et donc, ces dernières années, on a vu le développement des techniques de biologie moléculaire, notamment les plateformes de PCR multiplex, comme le FilmArray Pneumonia Panel Plus de bioMérieux. Ces techniques permettent une identification rapide des pathogènes, ça prend à peu près 1 heure, et permettrait d'avoir une antibiothérapie rapidement ciblée, et puis, dans certains cas, réduire le spectre des antibiotiques utilisés. Ça permettrait, in fine, de réduire l'émergence de résistance bactérienne. Il y a des études récentes qui montrent que la PCR multiplex a d'excellentes capacités diagnostiques et qu'elle augmente l'adéquation de l'antibiothérapie probabiliste. Le problème, c'est que ces études sont faites dans des milieux occidentaux et qu'il y a peu ou pas d'études en Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire l'étude de Moricop PCR, dont l'objectif était d'étudier les caractéristiques diagnostiques de la PCR multiplex dans un contexte de réanimation avec une écologie marocaine et de voir l'impact de l'utilisation de cette technique-là, de biologie moléculaire, finalement sur le devenir des patients, parce qu'un examen n'est demandé que s'il impacte la prise en charge des patients. Donc, c'est une étude prospective observationnelle multicentrique marocaine qui a inclus les patients adultes qui avaient des signes clinico-biologiques et radiologiques de pneumonie, sauf qu'on a inclus que les patients les plus graves, c'est-à-dire les patients qui étaient sous ventilation artificielle. Donc, on a pris les critères diagnostiques recommandés par l'IDSA et l'ATS, ça veut dire un filtrat sur la radiographie de thorax ou un scanner avec présence de fièvre, de sécrétions abondantes et purulentes et des anomalies de l'oxygénation. Donc, on a le panel FilmArray Pneumonia Plus, c'est un panel, je vais dire mixte, qui est destiné à la fois aux pneumonies de ville, communautaires, mais aussi aux pneumonies nosocomiales. C'est pour ça qu'on a inclus à la fois des pneumonies communautaires, c'est-à-dire qui surviennent en dehors de l'hôpital, mais aussi des pneumonies acquises à l'hôpital. Pneumonies acquises à l'hôpital, on a des pneumonies qui sont acquises qui ne sont pas associées à la ventilation mécanique, les PH, et deux pneumonies qui surviennent chez les patients qui sont sous ventilation mécanique ou qu'on appelle PAVM. Donc, quel a été le protocole? Les centres participants qui avaient des suspicions de pneumonie ont fait un prélèvement des voies aériennes, un prélèvement respiratoire. Donc, au Maroc,
il s'agissait soit d'une aspiration trachéale, soit d'un prélèvement distal protégé, ou comme nous, d'un mini-lavage broncho-alvéolaire. Et c'est les médecins qui prenaient en charge ces patients ont administré des antibiotiques à ces patients, ce qu'on appelle l'antibiothérapie probabiliste, et ça dépendait de leur écologie et de leurs protocoles locaux. Et donc ce prélèvement, il était techniqué par des techniques microbiologiques classiques, ça veut dire examen direct, gramme, culture, identification et antibiogramme, mais aussi en même temps par une PCR multiplex. Et après, ces médecins qui prenaient en charge ces patients-là, ils faisaient les modifications d'antibiotiques selon les résultats de la PCR. Donc on n'avait aucun... C'est une étude observationnelle, on n'a pas interféré avec la prise en charge des patients. Et donc, nous avons vu l'impact de la PCR sur les modifications d'antibiothérapie probabiliste. On les a classées en soit initiation, ça veut dire que c'est un patient qui ne prenait pas d'antibiotiques. Après la PCR, tiens, on se dit, il a peut-être une infection, je vais initier des antibiotiques. Escalade, ça veut dire, j'élargis le spectre. Par exemple, je passe d'une amoxicilline à une céphalosporine de troisième génération. Adéquation, c'est le praticien qui introduit un antibiotique pour un pathogène qui n'est pas traité de manière adéquate, ou carrément, lorsqu'on recevait la PCR, arrêter l'antibiotique, soit peut-être qu'on se disait il n'y a pas d'infection, ou désescalader, ça veut dire soit arrêt de l'association lorsqu'on prescrivait une association, ou bien réduire le spectre utilisé. Et ces modifications d'antibiotiques faites par les réanimateurs sur la base de la PCR ont été évaluées à la fin de l'étude par un groupe d'experts qui comprenait un réanimateur, un microbiologiste et un infectiologue. Et donc, ce groupe d'experts devait dire est-ce que les modifications faites par les réanimateurs étaient appropriées, ça veut dire que l'antibiothérapie couvrait les germes, ou inappropriées, ça veut dire que l'antibiothérapie ne couvrait pas les germes en cause. Et ces experts aussi devaient nous donner quelle était l'antibiothérapie optimale qu'eux, ils devaient prescrire, si c'était leur patient. Donc, les méthodes statistiques, l'objectif, c'était de voir les performances diagnostiques de la MPCR donc, par rapport à la culture, qui est toujours le gold standard, à savoir sensibilité, spécificité, valeurs prédictives négatives, positives, mais aussi rapport de vraisemblance, mais de voir aussi l'impact de l'antibiothérapie sur la mortalité qui a été fait par un modèle de régression logistique. Donc, les résultats, cette étude elle s'est étalée sur une durée de 1 an et on a 12 réanimations qui ont participé. Donc, voici le diagramme de l'étude. Il y a 228 patients qui ont été approchés. Bon, il y a des patients qui ont été exclus en cours de route, soit parce que la culture n'était pas faite, ou la PCR n'était pas faite, ou ce n'était pas la bonne PCR. Et finalement, on a inclus 210 patients. 30% c'était des pneumonies communautaires, CAP. À peu près 60% c'était des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, VAP. Et le reste, c'était des pneumonies acquises à l'hôpital en réanimation, mais non ventilées, DAP. Donc, brièvement, les caractéristiques démographiques de ces patients. Donc, comme la série de professeur Medeni tout à l'heure, l'âge de nos patients était relativement jeune par rapport à des réanimations occidentales. Là, vous avez les colonnes qui représentent les patients qui ont des pneumonies communautaires, puis les patients qui ont des VAP, puis les patients qui ont des pneumonies acquises à l'hôpital. On remarque que les patients qui ont des pneumonies communautaires ou des AP ont un âge statistiquement significatif plus élevé par rapport aux patients qui ont des VAP. Il y avait à peu près 66% d'hommes dans ces cohortes, et c'était, lorsqu'on regarde les scores de gravité, là aussi on peut dire que les patients qui avaient des AP ou des pneumonies communautaires étaient plus graves par rapport aux patients qui avaient des pneumonies acquises sur ventilation mécanique. Dans cette cohorte, les patients qui avaient une pneumonie acquise sur ventilation mécanique étaient soit des patients neurologiques ou des patients traumatisés. Donc, pour le reste, je ne vais pas trop m'attarder, juste la survie dans cette cohorte. Si tu fais partie de cette cohorte, tu as une chance sur 2 de mourir. La mortalité était de 50%, ce qui montre la gravité de ces patients-là. Et cette mortalité était significativement plus élevée dans les pneumonies acquises à l'hôpital. Donc, parmi les résultats les plus frappants, c'est que 62% des patients ont une antibiothérapie avant le prélèvement, malgré les recommandations qui disent qu'il faut toujours essayer de faire le prélèvement avant l'antibiothérapie. On a plus de la moitié des patients qui reçoivent des antibiotiques avant le prélèvement. Et que le délai entre antibiothérapie et prélèvement est de quand même 48 heures.
Ce qu'on a aussi trouvé, c'est que le fait d'administrer l'antibiothérapie avant le prélèvement augmente le risque que la culture soit négative. Et ça, on a un autre ratio de 2, ça veut dire qu'un patient qui reçoit une antibiothérapie avant prélèvement, il a 2 fois plus de risque que sa culture soit négative. Donc les types de prélèvements dans cette cohorte, c'était le prélèvement respiratoire le plus souvent utilisé, c'est le prélèvement distal protégé, suivi de l'aspiration trachéale et du mini-lavage broncho-alvéolaire. Quels étaient les micro-organismes identifiés? Donc vous avez 2 colonnes, la colonne des pneumonies acquises, communautaires. Pour ce qui est des pneumonies acquises sous ventilation ou des pneumonies acquises à l'hôpital, on les a regroupées dans une même colonne parce que c'est à peu près la même microbiologie. Donc quels sont les germes qui sont détectés dans les pneumonies communautaires? Donc c'est les germes habituels qu'on retrouve dans les séries internationales, c'est du pneumocoque, c'est de l'hémophilus et c'est du staphylocoque aureus. On n'a pas beaucoup de germes intracellulaires et on a des virus aussi, comme surtout le virus influenza A. Pour ce qui est des pneumonies nosocomiales, comme dans la série de professeur Madani, on a surtout des germes, des bacilles gram négatifs non fermentants, surtout la Cyanobacter baumannii, un peu moins de Pseudomonas, et des entérobactéries, notamment Klebsiella pneumonia et Escherichia coli. Et vous remarquez sur ce tableau déjà que le nombre de détections de la PCR multiplex dépasse largement la positivité de la culture. Il y a des bactéries qui ne sont pas incluses dans ce panel. Dans cette série-là, on a 1,9% de bactéries qui ont poussé à la culture. Ces bactéries, bien sûr, n'ont pas été détectées par le panel parce qu'elles ne font pas partie du panel. Dans le Stenotrophomonas maltophilia, le Citrobacter, Streptococcus viridum et Staphylococcus hemolyticus. Donc, pour ce qui est des gènes de résistance qui ont été détectés, vous remarquerez déjà qu'il y a naturellement beaucoup plus de gènes de résistance dans les infections nosocomiales que dans les infections acquises en communauté. Donc, les gènes le plus souvent détectés, c'est des carbapénémases, notamment les NDM et les OXA48, suivis des bêta-lactamases à spectre élargi. Et enfin, on a une proportion plus ou moins importante de résistance du staphylocoque à la méticilline. Donc, comme je vous l'ai dit, comme on le voyait sur le tableau précédent, on voyait que la PCR détectait beaucoup plus de germes par rapport à la culture. Et ça se confirme ici, le nombre de tests positifs est de 83% au niveau de la MPCR, seulement la moitié au niveau de la culture. Et même le nombre de micro-organismes, en médiane, la MPCR détecte 2 fois plus de germes que la culture. Donc, pour ce qui est des caractéristiques diagnostiques de la PCR, de ses performances dans notre contexte, donc c'est un tableau qui illustre donc le taux de vrai positif, faux positif, faux négatif et faux et toujours négatif, faux et vrai négatif, et qui nous permet de calculer les sensibilités et spécificités. On remarque que les sensibilités et spécificités sont très élevées, donc on les a calculées pour chaque germe à part et en globalité. La valeur prédictive négative est aussi très élevée, 99%. Donc ça veut dire ça, quand vous avez une PCR multiplex qui est négative, 99% des cas, la culture va être négative. Par contre, ce qui est un peu frappant, c'est la valeur prédictive négative, qui est que de 34%. Ça veut dire, si vous avez un germe à la PCR, vous avez 30% de chances de le retrouver à la culture. Et là, ça pose la question, est-ce que c'est la culture qui est en défaut? Est-ce que c'est la PCR qui est très sensible? Donc, si vous voulez, on pourra en discuter. Et aussi les rapports de vraisemblance qui étaient excellents, que ce soit le rapport de vraisemblance positif ou le rapport de vraisemblance négatif. Pour les gènes de résistance, il y avait aussi de bonnes capacités diagnostiques. En globalité, 85% de sensibilité et 99% de spécificité. Pour ce qui est si on parle de l'impact de la PCR sur la prescription d'antibiotiques, déjà, on remarque que l'antibiothérapie prescrite par les réanimateurs, elle n'était appropriée que dans 39% des cas. Ça veut dire qu'on rate 60% des antibiothérapies, ce qui est un chiffre assez interpellant. Et si on voit l'adéquation selon le type de pneumonie, on remarque que l'antibiotique il est approprié, adéquat, plus dans les pneumonies communautaires, dans les CAP, ça veut dire qu'il y a 72% que on a une incidence de 62% que l'antibiothérapie soit appropriée dans les pneumonies communautaires versus
30% dans les pneumonies liées aux soins. Donc la PCR, lorsque les réanimateurs ont reçu cette MPCR, ils ont fait des modifications d'antibiothérapie dans à peu près 60% des cas. Et pour décrire ces modifications, c'était surtout des escalades. Ça veut dire qu'on élargissait le spectre dans 26%. Des fois, on n'avait pas prescrit d'antibiotiques, donc on initiait des antibiotiques dans 13% des cas. Un peu moins souvent, on arrêtait ou on désescaladait les antibiotiques, et des fois, c'était de l'adéquation. Donc, on remarque que la PCR augmente l'adéquation de l'antibiothérapie de 39% avant la PCR à 67% après la PCR, une différence de 27%. Et malgré ça, l'antibiothérapie reste inappropriée, c'est 21% des patients. Et ces modifications d'antibiothérapie avant et après PCR sont illustrées sur ce diagramme-là. Donc, à gauche, vous voyez les différentes classes d'antibiotiques utilisées, soit pas de traitement, soit l'amoxicilline acide clave, céphalosporine 3e génération, céphalosporine 3e génération, anti-pseudomonas, piperatazo, carbapenem, colestine et autres. Et on voit les changements qui ont été faits par les réanimateurs. C'est un code couleur. En rouge, c'est escalade initiation. En vert, c'est désescalade arrêt. En jaune, c'est adéquation. Et ce qui est gris, c'est on continue le même traitement antibiotique. Lorsqu'on voit un petit peu l'avis des experts sur les modifications qui sont faites, ils nous disent qu'il y a encore 35% d'amélioration à faire. Ça veut dire que les prescriptions après PCR restent optimisables. Et le type d'optimisation qui sont ratées, c'est surtout faire de la désescalade ou arrêter des antibiotiques qui sont inutiles. Et on a comparé les diagrammes des modifications faites par nos réanimateurs et des modifications optimales qui auraient été faites par les experts. Et vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de verts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de désescalader l'antibiothérapie, ces opportunités qui sont ratées par les réanimateurs. Donc, lorsqu'on voit l'impact de l'antibiothérapie probéliste sur la survie, on a trouvé que l'antibiothérapie probéliste appropriée n'avait pas d'impact sur la survie. Par contre, l'antibiothérapie appropriée après PCR était associée à une réduction de survie, comme on le voit sur ce diagramme, avec un autre ratio de 0,37. Ça veut dire que lorsqu'on a une antibiothérapie appropriée après la PCR, on réduit la mortalité des patients de 63%. Et cet effet-là, on le voit dans les différents sous-groupes, que les patients soient de sexe masculin ou féminin, que les patients soient âgés de plus ou inférieurs de 60 ans, que les patients aient plus ou moins de comorbidité, ou selon les scores de gravité, ou que les patients soient ou pas en choc septique. Par contre, cet effet de réduction de la mortalité, on ne l'a pas vu chez les patients qui ont des pneumonies communautaires. Vous voyez le petit point noir qui est à côté à droite de la ligne. Donc, pour conclure, que révèle l'étude MORICOP-PCR? C'est que la PCR a de bonnes caractéristiques diagnostiques dans le contexte marocain, dans un contexte de réanimation marocain. Il y a une très haute sensibilité, spécificité, une très haute valeur prédictive négative. Par contre, la valeur prédictive positive reste modeste. Et donc, comme je vous ai dit, est-ce que c'est la PCR qui est très sensible? Est-ce que la PCR détecte aussi des colonisations? Est-ce qu'elle détecte? Probablement. Elle détecte des germes qui sont passés par là. C'est-à-dire que le patient il peut avoir été infecté par des germes et on garde une trace génétique dans les voies aériennes. Est-ce que c'est nos techniques de culture qui sont défaillantes? Donc, il y a beaucoup de questions qui restent posées. Dans cette étude, il y avait un très faible taux d'antibiothérapie probéliste adaptée, moins de 40% de patients qui recevaient une bonne antibiothérapie. La PCR a permis quand même d'augmenter l'adéquation de l'antibiothérapie de 27%. Elle a permis de réduire la mortalité de 63%, mais il reste encore des opportunités pour mieux utiliser cette PCR multiplex. Et ça souligne le besoin qu'on a tous en formation dans l'utilisation de ce panel qui est très utile, mais qui reste assez complexe à utiliser, et de formation en stewardship antibiotique. Cette étude-là, elle vient d'être publiée au mois de février. Merci de votre attention.